Bonjour, je suis Isabelle Petit, psychothérapeute d'orientation psychanalytique. À l'approche de la Saint-Valentin, je vous propose de faire un petit point sur le couple. En effet, l'amour et la passion peuvent s'avérer comme la plus belle chose qui puisse nous arriver, ou au contraire nous amener vers notre propre destruction. Comment peut-on définir le sentiment amoureux? Quelles sont les fondations du couple? À quel moment le couple peut-il s'avérer problématique? Telles seront les questions abordées dans ce podcast. C'est parti! Je vous propose pour commencer 2 citations de Lacan. Aimer, c'est essentiellement vouloir être aimé. L'amour, c'est offrir à quelqu'un qui n'en veut pas quelque chose que l'on n'a pas. Je vous laisse réfléchir sur ces propositions. Juan David Nasio, quant à lui, définit l'amour ainsi. L'amour est par essence un attachement, le plus viscéral des attachements à la personne qui, par le seul charme de sa présence, me promet, sans mot dire, de me rendre pleinement heureux. J'aime celui ou celle qui me laisse croire, sans nulle intention de me tromper, qu'avec lui et lui seul, je serai comblé demain. Je ne cesse de m'attacher à lui et de tout faire pour qu'il réponde à mon attente. Pourtant, l'amour est à la fois illusion et besoin. Illusion car c'est un mouvement qui aspire au bonheur et un besoin physique d'attachement. Juan David Nasio s'est inspiré du bouquet de fleurs peint par Picasso pour nous proposer les 12 fleurs qui composent le sentiment amoureux. 1. Le désir sexuel. 2. Le fantasme. L'être aimé est choisi en fonction de celui qu'il est, mais aussi pour ce qu'on imagine qu'il est. C'est un mélange de réalité et de fiction, mi-réel, mi-fantasmé. 3. L'admiration. On admire la personne que l'on aime, on l'idéalise. 4. Le narcissisme. On aime celui ou celle qui est un peu soi-même, de par sa ressemblance dans certains traits de personnalité. 5. L'amour de soi. J'aime celui qui me rend heureux et fier d'être moi-même, et que je rends heureux et fier d'être lui-même. 6. La satisfaction et la frustration. On aime celui ou celle qui, tour à tour, satisfait ou frustre. Cela crée une ambivalence quant aux sentiments contradictoires que l'on a vis-à-vis de l'être aimé. C'est l'énamoration, dirait Lacan. Énamoration, HAI. 7. La culpabilité. Car on sentirait une certaine culpabilité à faire du mal à son aimé. 8. La sollicitude. L'amoureux prend soin de son ou de sa partenaire quand celui-ci ou celle-ci traverse une épreuve difficile. On prend soin de celui qu'on aime et on l'aime car il prend soin de nous. De même que l'amour qui nous unit. 9. L'apaisement. Car on écoute ses plaintes et on tempère ses angoisses. 10. La peur d'être quitté, soit la crainte d'être délaissé. 11. La jalousie, car l'amoureux exige une forme d'exclusivité. 12. La dépendance. On aime celui ou celle dont on dépend. Cependant, il faut distinguer la dépendance nocive, quand la personne amoureuse craint de perdre sa liberté, son identité, qu'il craint de se perdre, et la dépendance saine, quand elle sait qu'elle est dépendante sans se soucier et qu'elle en est heureuse. L'amour apporte à la fois la reconnaissance de son être comme être aimable et à travers sa sexualité comme être désirable. Un nouvel amour est vécu comme une nouvelle naissance, une nouvelle jeunesse, un nouvel élan vital et ouvre à de nouvelles possibilités créatrices. C'est une construction à deux. De par les enjeux psychiques que véhicule l'amour, on peut comprendre certains sentiments comme la pulsion d'emprise, l'angoisse du déclin ou la fin de l'amour, ainsi que celle de l'abandon, la jalousie et la dépendance vis-à-vis de son partenaire. Par ailleurs, il arrive que l'être aimé prenne la place d'une personne significative, celle qui a répondu à nos besoins lorsque nouveau-nés, nous étions en grande détresse. Si c'est le cas,
L'absence de l'aimer peut réactiver les angoisses existentielles de la toute petite enfance. Sinon, quelquefois, une relation pathologique va permettre au sujet de vivre sans trop de souffrance psychique. C'est le cas quand la relation amoureuse vient compenser une faille dans la constitution psychique du sujet. Alors, cette relation symptomatique permet au sujet de ne pas s'effondrer. Ce lien amoureux deviendra alors une condition de survie psychique et c'est la passion qui animera l'aimer plus que l'amour. La passion amoureuse est particulièrement intense et maintient un lien complexe avec l'angoisse, la souffrance et la mort. Dans la passion, l'être aimé est mis sur un piédestal, il est idéalisé. On peut comparer la passion à une éruption volcanique, à la violence de la foudre, à une tempête, voire un ouragan dévastateur. C'est un amour dépassant toute mesure. Dans la passion amoureuse, il y a une perte d'intérêt pour tout ce qui sort de ce cadre. Elle est plus subie que voulue et fait découvrir au sujet des aspects insoupçonnés de sa personne. La passion crée d'importants bouleversements dans la vie de celui-ci. En ce qui concerne les aspects les plus négatifs, le passionné devient esclave de son objet. La passion véhicule alors de grandes souffrances, induit de dangereuses violences, pouvant amener le passionné aux pires excès. Pour Freud, le sujet serait tellement investi dans sa passion qu'il ne peut plus s'aimer lui-même. Il est terrassé. Pour illustrer ce propos, voici une citation du roman de Daniel Bastien. J'aimerais être ce drap et t'attendre longuement, indéfiniment, patiemment. J'aurai toute la nuit pour t'envelopper et te caresser de mes contours. Je veillerai jusqu'à l'aube. Quant à Jacques Brel, dans sa chanson Ne quittez pas, il pouvait chanter Je serai l'ombre de ton ombre, l'ombre de ton chien. Ces illustrations démontrent bien l'effacement du sujet qui devient objet de l'autre, d'où les ravages subjectifs qui ne manquent pas de surgir. L'amour-fusion implique la disparition d'un des deux amants. Faire un, assurément, mais lequel des deux? Il y a une forme d'avidité, une forme de dévoration de l'autre. Même si la fonction de la fusion vient colmater de manière imaginaire nos manques, elle amène l'effacement du sujet lui-même. La non-réponse ou l'abandon de l'autre dans la mesure où il représente la bouée du sauvetage du sujet peut être ravageante. Celui-ci se trouve alors dépourvu de toute défense car il est fondu en l'autre. Celui à qui il a tout donné est parti. Roland Gori la dépeint ainsi. Lorsque la passion est là, on risque de ne plus être. La passion a la force de supprimer les refoulements. L'amoureux devient irrationnel, il perd son identité et craint de sombrer dans la folie. Il perd le sens de la réalité et s'autorise à enfreindre ce qu'il s'interdisait auparavant. Il s'aveugle sur lui et sur l'autre, qui perd toute singularité. Il se découvre alors sous un autre jour. Voici comment Suzanne Lillard l'a illustré dans son roman Confession intime. Tout ce qui ne fit ne fut que le signe de ce mélange toujours désiré, de cette indistinction, de cette fusion entre lui qui voulait me réduire et moi qui n'aspirais qu'à me laisser consumer. Même après, mes sanglots sur son épaule ne furent que cela, le signe de l'absolue dissolution, de la totale abdication, de cette mort de moi en lui. Cependant, comme a pu le souligner Daniel Bastien, Ce sont les gens qui n'ont jamais vécu la violence de ce type de lien qui souhaitent la vivre. Quand on l'a approché, on sait qu'il brûle tellement et si profondément. Il donne autant de plaisir que de souffrance et nous fait oublier souvent où est la frontière entre la vie et la mort. pour conclure, voici ce qu'a pu énoncer Patrick de Neuter. Il existe des amours heureux et des passions bénéfiques qui sont à l'origine d'une grande sagesse. Mais il n'y a pas de voie royale du bonheur valable pour tous et pour toutes. La difficile tâche de chacun est d'inventer la sienne. Voilà, nous avons fait le tour de ce qu'il me semblait intéressant de vous proposer. Si vous souffrez actuellement de votre relation de couple ou d'une rupture douloureuse,
Et si vous avez des difficultés psychiques, n'hésitez pas à rencontrer un professionnel de la thérapie pour envisager un suivi. Je suis moi-même disponible pour répondre à vos questionnements et potentiellement vous accompagner. Je remercie Jérôme pour avoir prêté sa voix sur les différentes citations. Merci de votre écoute et n'hésitez pas à partager le podcast s'il vous a plu. Le prochain épisode a pour thème la dépression et sera publié le 15 mars. À bientôt et prenez soin de vous.